Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo aborde ce court texte inachevé de Friedrich Nietzsche intitulé « Vérité et mensonge au sens extramoral ». Nietzsche a écrit ce court texte dans la première partie de sa carrière alors qu'il est encore professeur de philologie à Bâle. Son enquête sur l'origine de la vérité se double d'une réflexion sur l'influence qu'a le langage sur notre conception de la réalité. Nietzsche, philosophe du soupçon, déclare que vérité et mensonge ne sont que des conventions sociales. Nos concepts sont formés au sein de la communauté. Ils sont totalement dépendants de la morale dans laquelle ils sont formés. C'est la vérité admise par la communauté, celle qui lui permet de préserver la paix entre ses membres. Ce n'est qu'une convention sociale. Pourquoi condamne-t-on le mensonge? Est-ce pour des raisons morales? La vie en société nécessite la paix. On a besoin pour cela de désignations communes que l'on nomme vérité. Le mensonge n'est qu'une tricherie par rapport aux conventions sociales. L'homme ne cherche que les vérités utiles à sa vie et ne déteste la tromperie que parce qu'elle lui est nuisible. À quoi peut donc correspondre le plan de la vérité extramorale? Avant d'établir quoi que ce soit qui serait la vérité, il convient de déconstruire nos concepts, d'en faire la généalogie. On se situe donc en dehors de ce plan pour le considérer de l'extérieur. Le plan de la vérité extramorale ne doit pas être une rectification des erreurs au niveau de la connaissance. Ce serait reconduire la même illusion. Il s'agit de changer de façon de vivre. Nietzsche analyse le rôle du langage, qui, loin d'être un simple outil de connaissance, est un masque opaque entre nous et les choses, et un instrument qui ne sert que nos rêves, nos illusions, notre désir de puissance. Le langage n'est qu'une convention utile à la vie en société, un contrat arbitraire sur fond d'ignorance radicale. Le langage fixe ce qui est vérité, en fait conformité à l'utilité collective. Le langage est une forme de pouvoir plutôt que d'être une forme de savoir. Le langage est un outil de domination et non de connaissance. Nietzsche pense que ce qui se cache en définitive derrière la volonté de vérité n'est rien d'autre que l'affirmation des croyances qui sont utiles à la vie. La vérité n'est alors rien d'autre que l'élection d'un certain nombre d'illusions utiles ou bénéfiques à l'espèce humaine. Les hommes n'aiment pas la vérité, mais les conséquences avantageuses de la vérité, affirme Nietzsche. On comprend maintenant pourquoi le texte de Nietzsche est théorétique. La connaissance vraie est impossible. L'art nous délivre du désir de vérité. L'homme perçoit plutôt qu'il ne conçoit. Le rapport de l'homme au monde est un rapport esthétique, sensation. L'art sera alors vu par Nietzsche comme ce qui nous délivre de la volonté de vérité, qui, depuis Platon, nous enjoint à aller chercher la vérité au-delà des apparences. L'art nous enseigne au contraire qu'il n'y a de vérité que des apparences. En grec, le mot vérité signifie dévoilement. La vérité peut être pensée non pas comme une description objective de la nature, mais comme un dévoilement, un surgissement de son être intime. La vérité est alors toujours révélation. Selon Heidegger, grand lecteur de Nietzsche, la science est au contraire habitée par un désir d'emprise, de puissance, qui nous amène à soumettre le réel, la nature, ce que nous faisons quand nous l'objectivons. C'est notre volonté de maîtrise, notre désir d'emprise qui nous fait oublier l'être des choses. La science ne peut donc atteindre la vérité des choses, ni par la logique, ni par l'expérimentation. L'art peut au contraire saisir cette présence de l'être et la dévoiler. Il s'agit de laisser être les choses, de s'y abandonner par la contemplation et le détachement. Ici, il n'y a pas une attitude de recherche, mais de présence. L'homme supérieur, selon notre auteur, serait celui qui aura renoncé à toute forme de vérité, qui aura accepté que la réalité ne soit qu'apparence, devenir, instabilité, chaos. Il faut porter en soi un chaos pour accoucher d'une étoile qui danse, dit-il dans Ainsi parlait Zarathustra. La vie est la valeur la plus haute selon Nietzsche. Mais la vie est volonté de puissance. C'est une force impétueuse et inconsciente.
force du tigre, qui génère la conscience et le langage. C'est un fond impitoyable, avide, insatiable et meurtrier. Au fond, selon Nietzsche, l'homme est fondamentalement indifférent à la vérité. En clair, vivre selon la règle de l'éternel retour, c'est être tellement en accord avec ce que l'on fait que l'on n'a aucun regret d'aucune sorte, aucun remords, aucune culpabilité rétrospective. Pas parce que l'on a été moral, mais parce que l'on se garde de la séparation de soi avec soi, qu'implique justement la conscience morale et le jugement de soi par soi. Nietzsche veut dépasser le nihilisme par l'affirmation de l'homme, non pas l'homme de l'humanisme, mais l'homme qui se dépasse lui-même. Nous sommes trop humains, nous renonçons sans cesse à nous-mêmes. Le surhomme est affirmation totale de la vie, sans faux semblant, sans fausse honte. Le surhomme est celui qui a réussi à ne plus se renier constamment lui-même. La vie est une lutte pour affirmer notre être, mais aussi pour lui faire prendre plus d'ampleur et plus de force. Cette affirmation de soi est ce qui sous-tend la notion d'éternel retour et celle de surhomme. Le surhomme fait ce qu'il veut, mais surtout veut ce qu'il fait, à tel point qu'il peut vouloir éternellement être ce qu'il est et faire ce qu'il fait. La vérité est la correspondance entre la pensée et son objet. Nietzsche déplace la définition. Il met en question la convention qui établit ce lien. La pensée correspond d'abord à la convention sociale qui a institué un certain rapport entre la pensée et le réel. La vie en société nécessite la paix. On a besoin pour cela de désignations communes que l'on nomme vérité. Le mensonge n'est qu'une tricherie par rapport aux conventions sociales. L'homme ne cherche que les vérités utiles à sa vie et ne déteste la tromperie que parce qu'elle lui est nuisible. Dans la mesure où l'individu veut se maintenir face à d'autres individus, il n'utilise l'intellect, dans un état de choses naturelles, qu'à des fins de travestissement. Or, étant donné que l'homme, à la fois par nécessité et par ennui, veut vivre dans une société et dans un troupeau, il a besoin d'un accord de paix et cherche du moins à faire disparaître de son univers le plus grossier, la guerre de tous contre tous. L'intellect, en tant que moyen de conservation de l'individu, déploie ses principales forces dans le travestissement, car c'est le moyen par lequel se maintiennent les individus plus faibles, moins robustes, qui ne peuvent pas se permettre de lutter pour l'existence à coups de cornes ou avec la mâchoire affilée des bêtes de proie. C'est chez l'homme que cet art du travestissement atteint son sommet. Illusion, flagornerie, mensonges et tromperies, commérages, parades, éclats d'emprunt, masques, conventions hypocrites, comédies données aux autres et à soi-même, bref, le sempiternel voltigement autour de cette flamme unique, la vanité. Tout cela impose si bien sa règle et sa loi que presque rien n'est plus inconcevable que la naissance parmi les hommes d'un pur et noble instinct de vérité. Ils sont profondément immergés dans des illusions et des images de rêve. Leur œil ne fait que glisser vaguement à la surface des choses et voit des formes. Leur sensation ne conduit nulle part à la vérité, mais se contente de recevoir des excitations et de pianoter, pour ainsi dire, à l'aveuglette sur le dos des choses. Ajoutez à cela que sa vie durant l'homme se prête la nuit au mensonge du rêve, sans que jamais sa sensibilité morale ait tenté de s'y opposer. Il se trouve cependant des hommes, dit-on, qui à force de volonté ont supprimé chez eux le ronflement. Hélas, l'homme, au fond, que sait-il de lui-même? Et serait-il même capable une bonne fois de se percevoir intégralement comme exposé dans la lumière d'une vitrine? La nature ne lui cache-t-elle pas l'immense majorité des choses, même sur son corps, afin de l'enfermer dans la fascination d'une conscience superbe et fantasmagorique, bien loin des replis de ses entrailles, du fleuve rapide de son sang, du frémissement compliqué de ses fibres? Elle a jeté la clé.
Et malheur à la funeste curiosité qui voudrait jeter un œil par une fente hors de la chambre de la conscience et qui, dirigeant ses regards vers le bas, devinerait sur quel fond de cruauté, de convoitise, d'inassouvissement et de désir de meurtre l'homme repose, indifférent à sa propre ignorance et se tenant en équilibre dans des rêves, pour ainsi dire, comme sur le dos d'un tigre. D'où diable viendrait donc, dans cette configuration, l'instinct de vérité. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.